L'esprit est comme une pièce sombre. Si tu n'allumes pas la lumière, tu te cognes partout. Mais quand tu l'allumes, tu comprends que le problème n'a jamais été le monde, mais ton manque de clarté intérieure. C'est ainsi que fonctionne la vie. Ce que tu ne maîtrises pas en toi finit par te dominer à l'extérieur. La maîtrise intérieure n'est pas un concept philosophique pour les gens éclairés. C'est un outil pratique. C'est la différence entre réagir comme tout le monde ou agir avec précision. Entre te perdre dans le bruit ou rester calme quand les autres craquent. Entre être emporté par tes émotions ou les transformer en ton avantage. Les stoïciens avaient bien compris que celui qui contrôle sa réaction contrôle son destin. Le calme n'est pas passivité, c'est stratégie. La patience n'est pas attendre, c'est comprendre le moment exact pour bouger. La perception claire n'est pas un ornement, c'est une arme qui tranche la confusion. Tout cela se travaille et tout commence à l'intérieur. Cette vidéo est pour cela, pour t'enseigner 8 leçons qui s'appliquent tous les jours, dans des situations réelles, avec des problèmes réels, avec des personnes réelles. Nous n'allons rien idéaliser, nous allons droit au but. Si tu veux la paix, la clarté et l'alignement avec l'ordre naturel des choses, tu dois d'abord maîtriser ton monde intérieur. C'est ici que commence cet entraînement. Et si tu continues, tu ne vas pas seulement le comprendre, tu vas ressentir ce changement de l'intérieur. 1. Maîtrise. Ta réaction, avant que le monde ne te domine. Une étincelle peut enflammer une forêt entière, mais elle peut aussi s'éteindre entre tes doigts si tu sais la gérer. Les émotions fonctionnent de la même manière. Le problème n'est pas l'étincelle, mais ce que tu fais à l'instant précis où elle apparaît. Ce moment minime, presque invisible, définit si tu gardes le contrôle ou si ton monde prend feu sans que tu puisses l'arrêter. La maîtrise intérieure commence là, dans ce microseconde où l'esprit décide s'il réagit ou répond. La plupart se laissent emporter par l'impulsion et se demandent ensuite pourquoi leur vie ressemble à un champ de bataille. Maîtriser ta réaction ne signifie pas te réprimer, ni prétendre que rien ne t'affecte. Il s'agit d'agir à partir de la clarté et non de l'explosion émotionnelle. Une personne qui ne maîtrise pas sa réaction est comme quelqu'un qui essaie de conduire une voiture sans main, en espérant simplement que le véhicule ne se déraille pas et la vie ne fonctionne pas ainsi. Tout ce que tu ne contrôles pas en toi cherchera à se manifester à l'extérieur, et quand cela se produit, il apparaît de la manière la plus inconfortable possible. Le stoïcisme le rend clair encore et encore. Tu n'as pas de pouvoir sur ce qui se passe, mais tu as le pouvoir sur la façon dont tu décides de l'affronter. C'est la base de toute force mentale. Celui qui maîtrise sa réaction peut naviguer au milieu du chaos sans devenir une partie du chaos. Et c'est ce que la plupart ne comprennent pas. Ils pensent que réagir rapidement est du courage, alors qu'en réalité, c'est un manque de maîtrise. La vraie force est de freiner l'impulsion et d'observer ce que tu ressens sans le transformer en ton identité. Lorsque tu maîtrises ta réaction, tu prends automatiquement une position d'avantage. L'autre partie perd du pouvoir parce qu'elle ne peut plus contrôler ton état émotionnel. En retour, tu récupères du terrain parce que tu ne donnes pas ton énergie à tout ce qui frappe à ta porte. Ce n'est ni faiblesse ni froideur, c'est de la stratégie émotionnelle. Un esprit qui se contrôle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, car sa seule présence communique l'autorité. Mais maîtriser ta réaction n'est pas facile. Cela nécessite un entraînement quotidien. Cela nécessite de t'arrêter même quand tout en toi veut répondre avec force. Cela nécessite de comprendre que ta première réaction n'est presque jamais ta meilleure réponse. L'émotion initiale n'est que le reflet du conditionnement que tu as traîné pendant des années. Ce qui compte, c'est ce que tu fais ensuite, quand tu respires, observes et choisis à partir d'un niveau de conscience plus élevé. Mettre cela en pratique signifie appliquer de petites actions répétées jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles. Quand quelqu'un te dit quelque chose d'offensant, avant de répondre, demande-toi « Qu'est-ce que ma vie gagne si je réagis à partir de l'émotion ?» La réponse est presque toujours rien. Une autre pratique efficace est de reconnaître l'intensité de ce que tu ressens et de la nommer en silence. Dire intérieurement « c'est de la frustration » réduit déjà son poids.
Tu peux aussi entraîner ta respiration, car le corps veut toujours courir avant de penser. Si tu maîtrises ta respiration, tu maîtrises ta réaction. Tu t'irrites moins, tu réponds mieux, tu penses plus clairement, tu ressens moins le besoin de prouver quelque chose à n'importe qui. La vie cesse de se sentir comme une attaque constante parce que la force n'est plus à l'extérieur, mais en toi. Et le plus intéressant, c'est que les gens commencent à te traiter différemment. Non pas parce qu'ils changent, mais parce que tu as cessé d'être quelqu'un de facile à provoquer ou à manipuler. Maîtriser ta réaction est la pierre angulaire de la maîtrise intérieure. C'est le premier pas pour que le monde cesse de te pousser vers des endroits que tu ne veux pas. Lorsque tu décides comment agir, rien ni personne ne te tire. Tu deviens quelqu'un qui avance avec assurance, qui pense clairement et qui a une présence qui se ressent même en silence. 2. Trouve le calme au milieu du bruit. L'esprit ressemble à un lac. Quand l'eau est agitée, tu ne peux pas voir le fond, tu ne vois que la distorsion. Mais quand le lac se calme, la profondeur apparaît et tout devient clair. La plupart des gens vivent avec un esprit qui ressemble à un lac turbulent qui réagit au moindre vent. N'importe quel commentaire, bruit, situation ou geste extérieur les perturbe et ils perdent leur clarté. Et un esprit sans clarté est un esprit sans direction. C'est pourquoi trouver le calme au milieu du bruit n'est pas une compétence optionnelle, c'est une stratégie vitale pour penser, agir et avancer intelligemment. Les gens pensent que le calme arrive quand le monde se répare, mais le monde ne se répare jamais complètement. Il y aura toujours du bruit, de la pression, des problèmes et de l'incertitude. Attendre que l'environnement soit parfait pour ressentir le calme, c'est te condamner à vivre perturbé la plupart du temps. Le stoïcisme enseigne que le calme ne dépend pas de l'extérieur, mais de la façon dont tu entraînes ton intérieur. Ce n'est pas le silence autour, c'est le silence à l'intérieur. Ce n'est pas l'absence de bruit, c'est apprendre à ne pas laisser le bruit pénétrer ton centre. Trouver le calme au milieu du bruit signifie garder ton esprit stable, même quand tout autour de toi essaie de te sortir de ton propre axe. Et cette stabilité naît de 3 choses, une perception claire, une respiration consciente et une distance émotionnelle. La perception claire te permet de voir la réalité sans que les émotions la déforment. La respiration consciente régule ton corps pour qu'il ne réagisse pas avec désespoir. La distance émotionnelle te rappelle que tout ne mérite pas ton énergie ni ta participation. Souvent, le bruit externe n'a de pouvoir que parce qu'il coïncide avec un bruit interne que tu n'as jamais travaillé. Si quelqu'un te critique et que cela te touche trop, c'est parce que cette blessure existait déjà en toi. Si quelque chose de petit te frustre, c'est parce que tu portais déjà une tension accumulée. Le calme ne se construit pas à l'extérieur, il se construit en affrontant et en désactivant ces bruits internes qui te sabotent. Chaque fois que tu choisis d'observer ce que tu ressens au lieu de te laisser emporter par cela, tu augmentes ta capacité à rester en paix même quand le monde crie autour de toi. Il est également important de comprendre que le bruit n'est pas toujours externe. Parfois, le bruit le plus destructeur est ton propre dialogue interne. Pensées répétitives, suppositions, exagérations, scénarios imaginaires qui n'arrivent jamais. L'esprit peut devenir son propre ennemi si tu ne l'entraînes pas. C'est pourquoi lorsque tu cherches le calme, n'essaie pas de contrôler ce qui se passe à l'extérieur, essaie de contrôler ce que tu te dis à propos de ce qui se passe à l'extérieur. C'est le véritable point de basculement. Pour construire ce calme dans la vie quotidienne, il existe des pratiques simples mais puissantes. Quand quelque chose te perturbe, arrête-toi quelques secondes avant de répondre, même si c'est inconfortable. Quand tu ressens du bruit mental, concentre-toi sur ta respiration pendant quelques instants pour que ton corps n'escalade pas vers le stress. Quand tu reçois des critiques ou des problèmes inattendus, observe-les comme si tu étais un tiers qui évalue la situation à distance. Et quand tu sens que le bruit te dépasse, rappelle-toi une phrase stoïcienne essentielle. « Ce qui est hors de mon contrôle ne mérite pas mon tourment. » Avec le temps,
tu commences à remarquer un changement profond. Ce qui t'affectait auparavant te draine moins. La pression ne te brise plus. Les personnes qui essaient de te provoquer n'ont plus d'effet. Et le plus important, tu commences à prendre de meilleures décisions parce que tu n'agis plus à partir de la confusion, mais à partir de la clarté mentale. Ce calme devient ton bouclier et ton avantage. Alors que les autres réagissent, tu réfléchis. 3. Accepte le temps comme ton allié. Le temps ressemble à une rivière qui ne s'arrête jamais. Tu peux lutter contre le courant, t'épuiser, perdre de la force et sentir que tu n'avances pas, ou tu peux apprendre à te déplacer avec lui et laisser son élan te porter plus loin. La plupart des gens luttent contre la rivière, essaient de forcer le rythme de la vie, exigent que tout se passe maintenant, veulent des résultats immédiats, une clarté immédiate, des réponses immédiates. Et cette confrontation constante avec l'inévitable ne crée que de la frustration. Accepter le temps comme un allié signifie arrêter de lutter contre sa vitesse et commencer à collaborer avec son mouvement. L'impatience est l'une des formes les plus subtiles d'autodestruction. Elle te fait croire que tu es en retard même quand tu avances, elle te fait penser que ta vie fonctionne moins bien qu'elle ne fonctionne réellement. Elle te force à te comparer au temps des autres et te convainc que si quelque chose n'arrive pas rapidement, alors il ne se passe rien. Le temps ne travaille pas selon les règles de l'ego, il travaille avec les règles du processus. Et celui qui ne respecte pas le processus finit par vivre avec de l'anxiété déguisée en urgence. Les stoïciens le comprenaient de manière brutalement claire. Le temps ne se contrôle pas, il s'observe. Le temps ne se force pas, il se rythme. Le temps ne s'exige pas, il s'utilise. Tout ce qui est vraiment important a besoin de maturité. Le calme a besoin de répétition. La force a besoin d'épreuves. La clarté a besoin d'espace. La sagesse a besoin d'expérience. Rien de solide ne grandit de la désespération. Tout ce qui vaut la peine grandit de la patience intelligente, de cette patience qui n'est pas passive, mais stratégique. Accepter le temps comme un allié signifie également comprendre que chaque retard a une fonction. Chaque attente est un outil et chaque pause apparente façonne quelque chose en coulisses. Mais l'esprit humain déteste ce vide, déteste ne pas savoir, déteste ne pas contrôler le rythme. C'est pourquoi il te fait croire que si tu ne cours pas, tu perds. Cependant, c'est dans les moments où rien ne se passe que tu grandis le plus sans t'en rendre compte. Là, ton caractère se renforce, ta perception s'affine et ta sensibilité au processus s'améliore. Le problème est que nous vivons entourés de vitesse artificielle. Tout bouge vite, les gens veulent tout rapidement, le système pousse tout le monde à vivre vite. Et cette vitesse finit par briser la capacité d'observer. Parce que sans observation, il n'y a pas de clarté. Sans clarté, il n'y a pas de bonne décision. Et sans bonne décision, il n'y a pas de direction. Accepter le temps comme un allié signifie récupérer le droit de te déplacer à un rythme conscient, non impulsif. Cela signifie arrêter de réagir à l'exigence externe pour commencer à agir à partir de ta propre intelligence interne. Les personnes les plus sages ne sont pas celles qui courent, ce sont celles qui savent quand avancer, quand attendre et quand s'arrêter pour observer. L'impatience génère des erreurs, des décisions maladroites, des mots inutiles et des mouvements désespérés. La patience stratégique, en revanche, transforme chaque moment en une opportunité de voir plus, de comprendre plus et d'agir mieux. Tu décides quelle attitude adopte ta vie. Tu décides si tu t'épuises contre la rivière ou si tu permets à son courant de t'aider. Pour entraîner cette acceptation du temps dans la vie quotidienne, tu peux appliquer des exercices simples. Quand quelque chose n'arrive pas au moment où tu le souhaites, demande-toi: quelle partie de moi est en train de désespérer? La réponse a presque toujours plus à voir avec la peur qu'avec la réalité. Quand tu ressens l'urgence de forcer les résultats, rappelle-toi que la plupart des erreurs graves naissent de décisions précipitées. 4. Transforme les obstacles en direction. Le chemin de la vie fonctionne comme un terrain rempli de rochers. Tu peux rester immobile en maudissant chaque pierre qui apparaît devant toi, ou tu peux utiliser ces mêmes pierres pour construire le pont qui te mènera plus loin.
La différence entre quelqu'un qui stagne et quelqu'un qui avance ne réside pas dans les obstacles qu'il rencontre, mais dans le sens qu'il leur donne. Tu ne choisis pas ce qui se présente sur ton chemin, mais tu choisis si cela t'arrête ou te guide, et ce choix change tout. La plupart des gens voient les obstacles comme des punitions ou des signes que quelque chose a mal tourné. Le stoïcien voit quelque chose de différent. Pour lui, l'obstacle n'est pas un ennemi, mais une information. C'est un message direct du monde, lui indiquant où il doit renforcer son esprit, ajuster son comportement ou élever sa perception. Lorsque tu rejettes cette information, tu souffres. Lorsque tu la prends au sérieux, tu évolues. Chaque difficulté devient une carte si tu sais la regarder sans te victimiser. Transformer les obstacles en direction ne signifie pas romantiser la douleur ni célébrer ce qui fait mal. Cela signifie comprendre qu'il y a derrière chaque blocage une opportunité précise pour développer quelque chose qui te manque encore. Si tu as du mal à poser des limites, la vie t'enverra des personnes qui franchiront ces limites. Si tu as du mal à avoir confiance en toi, la vie te donnera des situations où ta seule option sera de dépendre de ton jugement. Si tu as du mal à garder ton calme, des scénarios seront créés pour tester ta stabilité interne. Ce n'est pas une injustice, c'est un mécanisme. La vie te forme en utilisant tes propres points faibles comme matière première. Ce qui différencie un esprit fort d'un esprit faible n'est pas l'absence d'obstacles, mais la capacité à les réinterpréter. L'esprit faible dit « cela m'arrête ». L'esprit fort dit « cela me réoriente ». Et cette simple réorientation change l'énergie avec laquelle tu affrontes la situation. Un problème t'épuise quand tu t'y opposes, mais te stimule quand tu l'utilises comme guide. L'obstacle cesse de te bloquer quand tu comprends pourquoi il est apparu. La clé est que tu ne peux pas transformer un obstacle tant que tu le regardes avec émotion. Tu as besoin d'une perception claire. Quand quelque chose te frappe, la réaction automatique est toujours la confusion, la frustration ou la colère. Mais quand tu respires, observes et demandes « qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre ?», ton esprit passe de la plainte à la stratégie. Et c'est là que tu trouves la direction. Le bruit diminue, la clarté augmente et tu commences à voir des routes qui étaient auparavant cachées par ta réaction émotionnelle. Cela demande aussi du courage, parce que souvent, la direction révélée par l'obstacle pointe vers des zones inconfortables. Parfois, cela signifie que tu dois quitter une relation qui te vide. Parfois, cela signifie que tu dois faire face à une vérité interne que tu as ignorée pendant des années. Parfois, cela signifie que tu dois abandonner de vieilles habitudes qui te freinent. Transformer les obstacles en direction est un acte d'honnêteté brutale envers toi-même. Tu ne peux pas avancer si tu te mens. En pratique, tu l'appliques en observant chaque blocage avec une question fondamentale. Quelle version de moi est en train de se former grâce à cela? Cette question change ta perspective. Elle te sort de la douleur immédiate et te mène à la croissance inévitable. Elle te force à regarder plus loin que le problème actuel. Elle te rappelle que les versions les plus fortes des personnes naissent toujours de l'autre côté de leurs obstacles les plus compliqués. Lorsque tu intègres cette philosophie, quelque chose de surprenant se produit. Tu commences à ressentir moins de résistance face aux difficultés. Tu arrêtes de prendre tout comme une attaque personnelle. Tu ne sens plus que la vie est contre toi. 5. Corrige ton intérieur pour ordonner ton extérieur. Le monde extérieur fonctionne comme un miroir brisé. Chaque fragment reflète une partie différente de toi, certaines claires, d'autres déformées. Tu peux passer ta vie à essayer de corriger le miroir, à accommoder les gens, à changer les circonstances, à ajuster les scénarios, mais rien ne semblera net tant que le reflet interne sera désordonné. Essayer de réparer la vie sans d'abord réparer l'esprit est comme nettoyer le verre d'une fenêtre tout en ignorant que la saleté est du côté intérieur. L'erreur la plus courante est de croire que le chaos vient de l'extérieur. Les gens pensent que leur vie serait parfaite s'ils changeaient d'environnement, si les gens agissaient différemment, s'il y avait moins de problèmes, moins de pression, moins de bruit. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Ton extérieur est une conséquence.
pas une cause. La cause principale est toujours ton interprétation, ton filtre interne, ta perception contaminée ou propre. Deux personnes peuvent vivre la même situation, mais réagir de manière totalement différente parce qu'elles ne voient pas du même lieu interne. Les stoïciens répétaient que nous ne souffrons pas de ce qui nous arrive, mais du jugement que nous faisons de ce qui nous arrive. Et ce jugement naît du désordre intérieur. Si ton esprit est plein de blessures, tu interprètes tout comme une attaque. S'il est plein de peur, tu interprètes tout comme une menace. S'il est plein d'attentes, tu interprètes tout comme une déception. Mais s'il est ordonné, même la difficulté arrive sans te détruire parce que tu ne lui donnes plus de forme que celle qu'elle a réellement. Corriger ton intérieur ne signifie pas devenir parfait. Cela signifie devenir conscient. Cela implique de cesser de réagir à partir de vieux schémas qui ne te servent plus, de cesser de blâmer l'extérieur pour ce qui n'est désordonné qu'en toi, de cesser d'agir à partir d'émotions qui ne naissent même pas dans le présent, mais dans des expériences passées non résolues. L'esprit sans ordre fonctionne en automatique. L'esprit corrigé fonctionne avec intention. Quand tu corriges ton intérieur, tu commences à remarquer des signaux qui passaient auparavant inaperçus. Tu comprends pourquoi certaines situations te perturbent et d'autres non. Tu identifies des émotions qui auparavant te contrôlaient sans que tu t'en rendes compte. Et quelque chose d'important se produit. Ton extérieur commence à réagir différemment. Non pas parce que le monde change, mais parce que ton énergie change. Les gens perçoivent ta stabilité et agissent en conséquence. La vie cesse de se sentir comme un ennemi parce que ta perception cesse de la transformer en un. La clé pour ordonner l'intérieur est d'observer sans te justifier. Reconnaître tes points faibles sans te victimiser. Accepter tes défauts sans te noyer dans la culpabilité. Te regarder avec la même froideur et honnêteté avec laquelle tu regarderais une machine qui a besoin d'ajustement. Quand tu prends les choses personnellement, il est impossible de te corriger. Mais quand tu t'observes comme quelqu'un qui peut s'améliorer, ton changement a déjà commencé avant même que tu t'en rendes compte. Il y a des pratiques concrètes qui rendent cela possible. L'une d'elles est de questionner chaque émotion intense en demandant « Quelle partie de moi a réagi ainsi ?» Cette question expose l'origine réelle du désordre. Une autre pratique est de séparer les faits des interprétations. Quand quelque chose te dérange, écris ce qui s'est passé, puis écris ce que tu crois que cela signifie. Tu verras que ton interprétation est souvent le véritable problème. Tu peux aussi pratiquer la discipline de ne pas répondre au moment maximum d'émotion. Ce petit délai crée suffisamment d'espace pour choisir une réponse plus intelligente. Avec le temps, ce travail interne produit des changements externes visibles. Tu deviens plus sélectif avec ce que tu permets d'entrer dans ta vie. Tu laisses partir les personnes qui ne correspondent qu'à ta version désordonnée, pas à ta version corrigée. 6. Garde ton sang-froid dans le conflit. Le conflit fonctionne comme la chaleur du feu. La plupart s'approchent sans préparation et finissent par se brûler, mais celui qui comprend la nature du feu sait qu'il n'est pas là pour le détruire, mais pour tester sa trempe. Le conflit révèle de quoi tu es fait, montre la structure de ton caractère et dévoile ta véritable discipline intérieure. Tu peux l'utiliser pour perdre la tête ou pour aiguiser ta force mentale. Le sang-froid ne s'entraîne pas en temps de calme, il s'entraîne lorsque la pression veut te briser. Garder son sang-froid ne signifie pas rester silencieux ni permettre des injustices. Cela signifie que tu ne livres pas ton centre émotionnel à chaque situation qui devient inconfortable. Les personnes qui se perturbent rapidement échouent rapidement parce qu'elles perdent leur clarté au moment où elles en ont le plus besoin. L'esprit qui perd son sang-froid s'embrouille, exagère, interprète mal, suppose trop et prend des décisions qui compliquent ce qui était déjà compliqué. C'est le piège. Le conflit ne te vint pas. Ta réaction incontrôlée, oui. Les stoïciens comprenaient que le sang-froid est une forme d'autorité. Lorsque tu maintiens ton équilibre émotionnel alors que d'autres le perdent, tu montes automatiquement de niveau.
non pas parce que tu es meilleur, mais parce que tu opères à partir d'un état mental supérieur. Le calme ferme dans un conflit génère une présence qui déstabilise n'importe qui. Les gens s'attendent à ce que tu exploses, que tu te défendes impulsivement, que tu perdes le contrôle, car c'est le schéma habituel. Lorsque tu ne le fais pas, tu récupères du pouvoir sur le champ. Le conflit est aussi un miroir. Il te montre ce qui t'irrite, ce qui te fait mal, ce qui te déclenche, et quelles blessures internes tu n'as pas encore travaillées. C'est pourquoi garder son sang-froid n'est pas seulement une stratégie externe, c'est un entraînement spirituel. La véritable bataille n'est pas contre la personne en face de toi, mais contre la partie de toi qui veut réagir à partir de l'ego, de la blessure, de l'histoire que tu traînes. Si tu gagnes cette bataille interne, tu as déjà gagné tout le reste. La clé est de ne pas prendre le conflit comme une attaque personnelle. La plupart coulent parce qu'ils interprètent chaque désaccord comme une menace pour leur valeur. Mais le conflit n'est pas là pour t'insulter. Il est là pour t'enseigner. Chaque discussion te révèle un point aveugle. Chaque provocation te montre une faiblesse. Chaque affrontement te signale une zone où ton maîtrise intérieure n'est pas encore complète. Si tu le vois sous cet angle, le conflit cesse d'être un ennemi et devient un gymnase mental. Pour garder ton sang-froid, tu as besoin d'entraîner 3 compétences. Premièrement, contrôler ta respiration. Le corps veut toujours répondre avant l'esprit. Si tu régules ta respiration, tu peux freiner cette urgence biologique qui te pousse à réagir impulsivement. Deuxièmement, séparer les faits des interprétations. Ce qui se passe est une chose, ce que tu crois que cela signifie en est une autre. Le conflit devient gigantesque à cause de l'interprétation, pas à cause du fait en lui-même. Troisièmement, choisir ta réponse, pas ta réaction. La réponse naît de la clarté, la réaction naît du chaos. Pratiquer cela quotidiennement transforme ta présence. Quand quelqu'un te crie dessus et que tu ne perds pas le contrôle, ta stabilité pèse plus que son volume. Quand quelqu'un essaie de te manipuler et que tu ne bouges pas émotionnellement, son jeu perd son sens. Quand quelqu'un cherche à te sortir de ton centre et n'y parvient pas, son influence sur toi disparaît. Garder son sang-froid est une manière silencieuse de dire « tu n'as pas de pouvoir ici ». Avec le temps, tu découvres quelque chose d'important. Tu n'as pas besoin de gagner chaque discussion. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur au milieu du conflit. Le sang-froid fait le travail pour toi. 7. Alignez votre volonté avec le destin. La vie ressemble à un train en mouvement. Vous pouvez monter à bord et avancer dans sa direction, ou vous pouvez rester sur les rails en essayant de l'arrêter avec vos mains. La plupart des gens font la deuxième chose. Ils luttent contre l'inévitable, se disputent avec le rythme naturel de la vie, insistent pour contrôler ce qui n'a jamais dépendu d'eux et finissent écrasés par la même résistance qu'ils ont créée. Aligner votre volonté avec le destin ne signifie pas abandonner. Cela signifie arrêter de pousser contre ce qui est déjà en mouvement. La résistance à la réalité est l'une des plus grandes causes de souffrance. Les gens s'accrochent à la façon dont ils pensent que les choses devraient être et négligent complètement comment elles sont réellement. Ce choc entre attente et réalité crée de l'usure, de l'anxiété, de la frustration et un sentiment constant que la vie échoue. Mais la vie ne faillit pas, la vie avance. Celui qui échoue est la volonté qui insiste pour forcer un chemin qui ne correspond plus. Les stoïciens avaient une vision claire. Vous n'êtes pas venu pour dominer l'univers, vous êtes venu pour vous aligner avec lui. Le destin n'est pas une imposition, c'est un flux. Lorsque vous vous alignez avec lui, votre énergie se multiplie. Lorsque vous vous opposez, elle se détruit. Aligner votre volonté signifie arrêter de lutter contre ce qui ne dépend pas de vous et mettre toute votre force dans ce qui dépend de vous. Vos actions, votre discipline, votre perception, votre attitude. Le reste appartient au tissu naturel du monde et vous ne pouvez pas le tordre avec le désir. Accepter le destin ne vous rend pas faible. Ça fait de vous quelqu'un d'intelligent. La personne faible insiste, force, manipule, presse, essaie de modeler le monde selon ses caprices et finit par s'épuiser.
La personne forte observe la direction de la vie et décide de l'utiliser comme élan. C'est comme utiliser le vent, pas lutter contre lui. Comme utiliser la marée pour avancer plus vite au lieu de se noyer en essayant de la freiner. Aligner votre volonté avec le destin signifie aussi interpréter correctement ce qui vous arrive. Quand quelque chose s'éloigne de votre vie, peut-être que ce n'était pas une partie du chemin. Quand quelque chose se complique trop, peut-être que ce n'est pas la bonne porte. Quand quelque chose coule avec cohérence, peut-être que c'est parce que vous vous déplacez dans la bonne direction. Le problème est que l'esprit veut toujours avoir raison, même si cela signifie aller contre lui-même. C'est pourquoi il insiste sur des chemins qui sont déjà morts, sur des relations qui sont déjà terminées, sur des opportunités qui ne correspondent plus. La clé est de savoir quand avancer, quand attendre et quand lâcher prise. Et vous ne pouvez y parvenir que lorsque votre volonté cesse d'opérer à partir de l'ego et commence à opérer à partir de la clarté. L'ego veut un contrôle total, la clarté veut de la cohérence. L'ego veut imposer, la clarté veut comprendre. L'ego veut que les choses soient comme il le dit. La clarté veut que les choses soient comme elles doivent être. Cette différence définit toute votre stabilité émotionnelle. Pratiquer cet alignement signifie vous poser des questions que nous ne nous posons pas habituellement. Demandez « Cela dépend-il de moi ou est-ce que je le force ?» Demandez « Cela coule-t-il ou est-ce que je le maintiens par peur ?» Demandez « Cela avance-t-il parce qu'il doit avancer ou parce que je suis obsédé par le fait de ne pas lâcher prise ?» Ces questions nettoient votre perception et révèlent si votre volonté travaille avec vous ou contre vous. Lorsque vous commencez à vivre à partir de cette perspective, votre paix augmente. Les choses cessent de se sentir comme une lutte sans fin. Vous devenez plus léger, plus sage dans le choix de vos batailles, et plus fort parce que votre volonté ne se perd plus à essayer de redresser ce qui est hors de votre contrôle. La vie devient plus ordonnée, parce que vous devenez plus ordonné à l'intérieur. 8. Construis ton domaine intérieur à travers la sérénité. L'intérieur humain ressemble à une ville pleine de rues étroites où chaque pensée est un piéton pressé. Quand cette ville mentale est désordonnée, les pensées se heurtent les unes aux autres, le bruit est constant, l'anxiété règne et tout événement extérieur provoque un chaos immédiat. Mais lorsque cette ville apprend à se déplacer avec sérénité, tout s'harmonise. Le trafic mental s'organise, les décisions coulent, la perception devient claire et tu reprends le contrôle de tes routes internes. La sérénité n'est pas l'absence de mouvement, c'est le mouvement intelligent. La plupart confondent la sérénité avec la passivité, alors qu'en réalité, c'est l'une des forces les plus actives et puissantes qu'une personne peut développer. La sérénité est la base du domaine intérieur parce qu'elle te permet d'opérer à partir de la clarté plutôt que de la confusion. Les personnes qui n'ont pas de sérénité réagissent à tout, s'épuisent rapidement, interprètent mal et deviennent victimes du bruit interne et externe. Les stoïciens savaient que la sérénité était la porte d'entrée vers le véritable pouvoir personnel. Sans sérénité, l'esprit est une tempête. Avec la sérénité, l'esprit est un océan profond et stable. La tempête détruit, l'océan soutient. Quand tu agis à partir de la tempête, tout te perturbe. Mais quand tu agis à partir de l'océan, rien ne te sort de ton centre. Cette différence définit qui domine sa vie et qui vit dominé par le chaos. Construire le domaine à travers la sérénité ne signifie pas ressentir la tranquillité tout le temps. Cela signifie que même si tu ressens de la pression, tu ne te brises pas de l'intérieur. Cela signifie que, même s'il y a un conflit, tu gardes une vision claire. Cela signifie que, même s'il y a de l'incertitude, tu ne réagis pas à partir de la peur, mais à partir d'une base mentale stable. La sérénité est une posture interne, une décision consciente, une discipline quotidienne. Pour construire la sérénité, tu as besoin de 2 compétences essentielles. Premièrement, réguler tes pensées. Toutes tes pensées ne sont pas vraies. Toutes tes pensées ne méritent pas d'attention.
Toutes tes pensées ne doivent pas se transformer en action. Quand tu comprends cela, ton esprit cesse d'être une arme pointée sur toi et commence à être un outil sous ton contrôle. Deuxièmement, réguler tes émotions. Il ne s'agit pas de les réprimer, mais de les diriger. L'émotion sans direction est du bruit. L'émotion dirigée est de l'énergie. Une autre partie de la sérénité est la distance interne, cette capacité à regarder les événements d'un pas en arrière sans y plonger automatiquement. La distance n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence émotionnelle. Elle te permet de voir la situation complète, pas seulement la partie que ton impulsion veut mettre en évidence. Elle te permet de répondre avec précision, pas avec intensité. Quand tu as une distance interne, l'émotion ne te gouverne plus. Une pratique puissante pour construire la sérénité est de te demander constamment « Cela mérite-t-il mon énergie ?» Beaucoup de choses t'affectent parce que tu leur donnes plus de poids qu'elles n'en ont. Lorsque tu apprends à sélectionner ce qui mérite vraiment ton attention, ton intérieur devient propre, léger et ferme. La sérénité naît de cette sélection consciente. Le désordre naît de se donner à tout sans filtre. Avec le temps, tu te rendras compte que la sérénité ne change pas seulement ton intérieur, elle change tout autour. Elle change la façon dont les gens te traitent, elle change la façon dont tu gères les conflits, elle change la façon dont tu prends des décisions, et elle change la façon dont tu avances dans la vie. Tu deviens plus stable, plus difficile à déséquilibrer et plus conscient du pouvoir que tu as lorsque tu gardes ton centre intact. La sérénité te rend quelqu'un qui ne se perd pas facilement dans les provocations, les drames ou les pressions externes. Danke, dass du bis zum Ende des Videos geblieben bist. Wenn du alles gesehen hast, kommentiere, ich bin stoisch, als unser geheimes Zeichen, um zu wissen, dass du ein wahrer Schüler des Stoizismus bist. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video und denke daran, kultiviere weiterhin deinen stoischen Geist. Ta vie ne change pas jusqu'à ce que tu en aies assez, jusqu'à ce qu'un jour tu te regardes en face et reconnaisses que tu ne peux plus être la même version faible, distraite et brisée que tu as laissé exister pendant des années. C'est le point de rupture. Ce moment où tu comprends que, si tu ne prends pas le contrôle maintenant, personne ne le fera pour toi. Et je le dis sans fioriture, ta vie restera la même si tu continues à agir de la même manière. La transformation commence lorsque tu acceptes une vérité inconfortable. Tu es responsable de ce que tu es et de ce que tu n'es pas. Pas tes parents, pas ton passé, pas tes peurs. Toi. Et je sais que ça fait mal de l'entendre, mais c'est aussi ce qui te libère. Parce que lorsque tu comprends que tout dépend de toi, l'excuse cesse d'exister. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui veulent une motivation bon marché. Elle est pour ceux qui veulent vraiment changer. Pour ceux qui sont prêts à abandonner des habitudes médiocres, des pensées toxiques, des comportements répétitifs et l'éternelle habitude de se saboter. Elle est pour ceux qui sont prêts à se briser de l'intérieur si cela signifie se reconstruire plus fort. Tu vas entendre 8 leçons qui ne cherchent pas à te faire sentir bien, mais à te réveiller. Elles vont te déranger. Elles vont te demander. Elles vont te confronter à la personne que tu es et à la personne que tu devrais être. Et si tu décides de les écouter avec honnêteté, tu vas commencer un processus que très peu ont le courage de commencer. Laisser derrière toi ton moi brisé pour devenir quelqu'un de discipliné, conscient, émotionnellement solide et maître de lui-même. Tu n'es pas ici pour survivre, tu es ici pour renaître. Et cette renaissance commence aujourd'hui. Si tu es prêt à arrêter de fuir de toi-même et à prendre le contrôle sans excuse, alors oui, reste, parce que ce n'est pas un message pour te divertir, c'est un message pour te transformer. 1. Prends le contrôle de ta vie. Il y a des gens qui traversent la vie comme s'ils étaient des passagers assis à l'arrière d'une voiture qu'ils devraient eux-mêmes conduire. Ils regardent par la fenêtre comment les jours, les années, les opportunités passent, mais ils ne touchent jamais le volant parce qu'ils pensent que quelqu'un d'autre devrait s'en charger.
C'est la métaphore parfaite d'une vie sans contrôle, une vie où tu existes, mais tu ne diriges pas, où tu respires, mais tu ne décides pas, où tu survis, mais tu ne construis pas. Et la vérité est dure, mais simple. Tant que tu resteras assis sur ce siège, ta vie ne sera jamais la tienne. Prendre le contrôle de ta vie signifie arrêter d'attendre que le monde change pour toi, arrêter d'attendre que les circonstances s'adaptent à tes désirs, arrêter de blâmer des facteurs externes pour ce que tu ne fais pas. La plupart des gens sont piégés dans une mentalité de victime sans s'en rendre compte. Ils pensent que leur malheur vient des autres, de leur environnement, de leur passé, de leur malchance, de leur génétique, de leur histoire. Et bien que tout cela ait une influence, rien de tout cela ne justifie l'inaction. Un stoïcien le comprend clairement, même s'il n'a pas demandé son histoire. Il est responsable de ce qu'il en fait. Quand tu ne prends pas le contrôle de ta vie, quelqu'un d'autre le fait pour toi. La société, la famille, les attentes, le confort, la dopamine, les distractions, les peurs, tous deviennent des conducteurs qui t'emmènent vers des destinations que tu n'as pas choisies. Mais quand tu décides de reprendre le volant, tu retrouves ta direction, ton identité et ton but. Cette étape n'est pas une motivation vide, c'est un acte de discipline psychologique. Cela implique de regarder en face tout ce que tu as permis, tout ce que tu as ignoré, tout ce que tu as reporté, tout ce que tu as accepté même en sachant que cela te faisait du mal. Prendre le contrôle, c'est reconnaître que blâmer quelqu'un d'autre ne te sert plus à rien. Celui qui prend le contrôle assume quelque chose d'important. La vie que tu as aujourd'hui est le résultat de tes décisions, de tes actions et de tes excuses. Rien ne change jusqu'à ce que tu comprennes cela. Rien ne s'améliore jusqu'à ce que tu l'acceptes. Contrôler ne signifie pas rigidité. Cela signifie direction consciente. Cela signifie te demander chaque jour ce que tu construis, ce que tu permets, ce que tu renforces et ce que tu détruis sans t'en rendre compte. La vie ne se transforme pas avec des désirs. Elle se transforme avec des décisions inconfortables, répétées tous les jours. La réalité est que le contrôle ne se sent pas glorieux au début. Il se sent lourd, il exige une honnêteté brutale, il exige de cesser d'utiliser le passé comme refuge, il exige d'abandonner les anciennes narrations qui te décrivent comme incapable. Quand tu prends le contrôle, tu te rends compte que tu n'as pas autant de défauts que tu le pensais. Tu as seulement des habitudes, des schémas et des pensées que tu n'as jamais remises en question. Et si tu les remets en question, ils changent. Si ils changent, tu changes. Le contrôle commence dans l'esprit, continue dans les décisions et se consolide dans la discipline. Prendre le contrôle signifie aussi corriger le cap chaque fois que tu dévies. Tu ne cherches pas la perfection, tu cherches l'engagement. Tu ne cherches pas la motivation, tu cherches la constance. Les gens forts n'ont pas des vies parfaites, ils ont des vies contrôlées. Ils ne se laissent pas emporter par leurs impulsions, par leurs peurs ou par l'inertie de l'environnement. Ils choisissent, ils décident, ils agissent même s'ils n'en ont pas envie. C'est la différence entre une vie construite et une vie accidentelle. Si tu veux te transformer, c'est la première étape et la plus difficile. Prends le contrôle de ta vie et arrête de donner ton pouvoir. Récupère le volant. Dirige ta route. Cette fois, c'est toi qui décides où tu vas, et cette fois, tu ne vas pas freiner. 2. Agisse sans dépendre de tes envies. Il y a des jours où ton esprit est comme une porte lourde qui ne veut pas s'ouvrir. Tu pousses un peu et elle ne bouge pas. Tu pousses à nouveau et elle reste la même. Et il arrive un moment où tu te convaincs que si la porte ne s'ouvre pas facilement, alors ce n'est pas le moment. C'est le piège de la motivation. C'est comme attendre que cette porte s'ouvre d'elle-même. Et si tu dois apprendre quelque chose pour te transformer vraiment, c'est ceci. La vie n'attend pas, les envies n'arrivent pas et le moment parfait n'existe pas. Celui qui n'agit que lorsqu'il en a envie reste coincé là où il est. Agir sans dépendre de ses envies signifie comprendre que la discipline est beaucoup plus puissante que n'importe quelle émotion passagère. Les envies sont fragiles, elles se brisent avec la fatigue, le stress, le doute, la peur, l'ennui.
La discipline, en revanche, se maintient même lorsque le corps ne veut pas, même lorsque l'esprit invente des excuses, même lorsque la journée est lourde. La personne qui change sa vie n'est pas celle qui se motive, c'est celle qui bouge. C'est celle qui comprend que faire ce qu'il faut faire ne nécessite pas de permission émotionnelle. La plupart des gens vivent à la merci de leurs états internes. S'ils se sentent bien, ils avancent. S'ils se sentent mal, ils s'arrêtent. S'ils sont inspirés, ils créent. S'ils sont démotivés, ils abandonnent. Ce va-et-vient émotionnel transforme leur vie en un cycle interminable de départ et d'abandon. C'est pourquoi il n'y a pas de progrès réel, parce qu'ils n'avancent que lorsque des milliers de conditions externes et internes sont alignées. Vivre ainsi, c'est vivre en réactivité. Un stoïcien le sait, le monde interne est instable, mais l'action ne doit pas l'être. Agir sans envie ne signifie pas ignorer tes émotions. Cela signifie ne pas les laisser décider pour toi. Cela signifie savoir que tu peux te sentir fatigué et quand même t'entraîner, te sentir triste et quand même poursuivre tes objectifs, avoir peur et quand même faire le pas dont tu as besoin. Non pas parce que tu es en acier, mais parce que tu es engagé dans ta direction. Ton identité change lorsque tes actions cessent de dépendre de ton état émotionnel. Le véritable changement se produit lorsque tu décides d'agir même dans tes pires jours. N'importe qui agit dans ses meilleurs moments. Le problème est que les envies sont addictives. La société te vend l'idée que tout doit se sentir bien, que si cela ne t'excite pas, ce n'est pas pour toi, que si cela ne coule pas, ce n'est pas authentique, que si cela te coûte, ce n'est pas ton chemin. Cette mentalité a détruit plus de rêves que l'échec, parce qu'elle convainc les gens que l'effort est un signal pour se retirer, alors qu'en réalité, l'effort est la preuve que tu avances vers quelque chose qui en vaut la peine. Les envies sont un luxe, la discipline est une obligation. Ta vie change lorsque tu transformes l'action en une décision, pas en un désir. Lorsque tu dis « je le fais parce que j'ai dit que je le ferai », pas parce que je me sens inspiré. Lorsque tu comprends cela, tu deviens imbattable. Parce que tu ne dépends plus des bons ou des mauvais jours, tu dépends de ta volonté. Et la volonté se renforce chaque fois que tu fais quelque chose sans vouloir le faire. C'est le véritable entraînement mental. Agir sans envie jusqu'à ce que ton cerveau comprenne que l'action n'est pas négociable. Si tu veux construire une vie forte, stable et concentrée, arrête d'attendre d'avoir envie. Arrête de chercher des signes. Arrête de donner du pouvoir à ton état émotionnel. Fais ce que tu as à faire, et c'est tout. Non pas parce que tu te sens prêt, mais parce que tu t'es engagé envers toi-même. La personne qui ne dépend pas de ses envies est celle qui avance vraiment, celle qui change vraiment, et celle qui, avec le temps, devient quelqu'un qui ne se sabote plus, mais qui se respecte. 3. Nettoie ton esprit et ta dopamine. L'esprit humain ressemble beaucoup à un verre embué. Peu importe à quel point tu es brillant, à quel point tu veux avancer ou à quel point ta vision est grande, si le verre est couvert de buée, tu ne vois rien clairement. Tu prends de mauvaises décisions, tu perds ton focus et tu agis par impulsion plutôt que par intention. C'est exactement ce qui se passe lorsque ta dopamine est déréglée, lorsque ton esprit est saturé de stimuli rapides, de récompenses faciles et de micro-plaisirs qui te privent de discipline, de concentration et de direction. Tu n'es pas fatigué, tu es saturé. Tu n'es pas perdu, tu es embrouillé. Et quand l'esprit est embrouillé, toute la vie devient désordonnée. Nettoyer ton esprit et ta dopamine signifie rompre avec la façon automatique dont tu vis. Aujourd'hui, la plupart des gens ne pensent pas, ils réagissent. Ils ne choisissent pas, ils répondent seulement aux impulsions. Ils ne se déplacent pas par conviction, mais par gratification instantanée. Ils sautent de vidéo en vidéo, d'application en application, de distraction en distraction. Et leur cerveau s'habitue à vivre à un niveau constant de bruit qui lui vole la capacité de se concentrer, d'être présent, de construire quelque chose de réel. Ce n'est pas un hasard si tu as du mal à lire, à penser, à t'asseoir en silence ou à maintenir une seule tâche sans te distraire.
Ton esprit est entraîné à ne pas tolérer l'inconfort de la concentration. Quand ton système de dopamine est saturé, tu as besoin de plus en plus de stimulation pour ressentir moins. Et plus tu consommes de stimuli, moins une vie réelle te procure de plaisir. Ton cerveau s'habitue à des micro-décharges constantes et commence à considérer comme ennuyeux tout ce qui nécessite de la patience, de l'effort, de la répétition ou du silence. Et qu'est-ce qui se construit dans la vie réelle? Tout ce qui semble ennuyeux, difficile ou peu stimulant à court terme. C'est pourquoi nettoyer ton esprit est une nécessité psychologique, pas une option. Si tu ne le fais pas, tes objectifs ne te sembleront jamais attrayants parce que ton cerveau est programmé pour préférer des gratifications qui ne te donnent rien en retour. Un stoïcien le comprenait bien, l'esprit a besoin d'ordre, de silence, de concentration et de clarté. Et rien de tout cela n'est possible tant que tu restes esclave d'un cycle de dopamine incontrôlé. Lorsque tu ne nettoies pas ton esprit, ta vie entre dans un état de bruit chronique. Tu perds de l'énergie dans des choses qui n'ont pas d'importance, tu dépenses de l'attention dans des stimuli qui te drainent, et tu deviens dépendant de ce qui te divertit plutôt que de ce qui te transforme. Nettoyer ta dopamine ne signifie pas éliminer tout plaisir. Cela signifie rétablir ta sensibilité, retrouver ta capacité à apprécier la simplicité et reprendre le contrôle de ton esprit. Cela implique de réduire la consommation impulsive de réseaux, de malbouffe, de pornographie, de notifications constantes et de tout ce qui te vole de la concentration sans te donner rien de précieux. Il ne s'agit pas de vivre sans stimuli. Il s'agit de ne pas être contrôlé par le stimulus. Lorsque tu y parviens, l'esprit commence à se stabiliser, l'anxiété diminue et ton énergie revient à toi. Tu arrêtes de vivre dispersé et tu commences à vivre conscient. Le processus est inconfortable au début parce que ton cerveau est habitué à des récompenses rapides. Tu ressentiras de l'anxiété, de l'ennui, du vide, voire de l'irritation. C'est le signe que tu nettoies ton système. Ton cerveau se réajuste, retrouve l'équilibre perdu. Et quand tu passes cette étape, tu te rends compte que ton esprit fonctionne à nouveau comme il le devrait. Tu as plus de clarté, tu prends de meilleures décisions, tu penses plus profondément et tu reprends le contrôle de ton attention, qui est la ressource la plus précieuse que tu as. Nettoyer ton esprit est un acte de respect de soi. C'est dire au monde que tu n'es plus esclave du bruit. C'est retrouver la concentration qui te rend imbattable, et c'est la base de toute transformation réelle. Si ton esprit est propre, ta vie se met en ordre. Si ta dopamine est stable, ta discipline se renforce. 4. Guérisse et actualise ton histoire. La plupart des gens vivent comme s'ils portaient une vieille valise pleine d'objets qui ne servent plus. Ils la traînent jour après jour, même si elle pèse, même si elle gêne, même si elle ne contient que des souvenirs brisés, des culpabilités héritées, des versions anciennes d'eux-mêmes et des récits qu'ils n'ont jamais remis en question. Cette valise, c'est leur histoire, ou plutôt la version obsolète de leur histoire. Car ce n'est pas ce que tu as vécu qui te retient aujourd'hui, c'est l'interprétation que tu continues à répéter. Rien ne change jusqu'à ce que tu décides d'ouvrir cette valise et de sortir ce qui ne te correspond plus. Guérir et actualiser ton histoire, ce n'est pas oublier ni effacer ce qui s'est passé, c'est réécrire le sens que tu lui as donné. Le passé n'existe pas en tant que fait, il existe en tant que récit dans ton esprit. Et ce récit peut se transformer. Le problème, c'est que beaucoup de gens restent coincés dans leur ancienne version, dans ce récit où ils étaient des victimes, où ils ne pouvaient pas, où ils ne savaient pas, où ils se sont trompés, où d'autres les ont blessés. Et ils répètent cette histoire tant de fois qu'ils finissent par croire que c'est leur identité. Ce n'est pas une identité, c'est une mémoire émotionnelle non révisée. La première étape pour actualiser ton histoire est de regarder honnêtement la façon dont tu te la racontes. Te décris-tu comme quelqu'un de brisé, comme quelqu'un marqué par son enfance, comme quelqu'un qui n'obtient jamais ce qu'il veut, comme quelqu'un destiné à souffrir encore et encore? Ce récit te retient.
Le passé n'a pas de pouvoir réel sur toi, mais il a le pouvoir que tu lui accordes. Guérir n'est pas un processus magique. C'est un processus inconfortable de confrontation interne. Il faut reconnaître que certaines blessures n'étaient pas de ta faute, mais qu'elles sont ta responsabilité. Que certaines personnes t'ont blessé, mais qu'elles n'ont plus le droit de définir ce que tu fais aujourd'hui. Que certaines de tes décisions étaient incorrectes, mais qu'elles ne sont pas ta sentence. Un stoïcien comprend cela. Ce qui t'est arrivé n'est pas ton identité, c'est ton entraînement. La douleur que tu as survécue ne te rend pas faible, elle t'a rendu conscient. La différence est de savoir si tu utilises cette conscience pour avancer ou pour te justifier. Actualiser ton histoire signifie te permettre de transformer tes blessures en expériences, tes erreurs en clarté et tes traumatismes en leçons. Rien de ce que tu as vécu n'a été en vain si tu l'utilises pour grandir. Mais si tu t'accroches à la douleur comme excuse, tu restes coincé dans la même version. Beaucoup de gens ne guérissent pas parce qu'ils pensent que, s'ils lâchent le passé, ils perdent quelque chose. Tu ne perds rien, tu récupères ta vie. Tu ne renonces pas à ton histoire, tu renonces à ton interprétation limitée de celle-ci. Le processus implique aussi de te pardonner, non pas par naïveté, mais par maturité. Te pardonner ne signifie pas justifier, cela signifie reconnaître que tu as fait ce que tu pouvais avec la conscience que tu avais à ce moment-là. Et maintenant que tu es différent, tu peux faire quelque chose de différent. L'actualisation se produit lorsque tu te donnes la permission d'être quelqu'un de nouveau sans obligation de répéter qui tu étais. La vérité est la suivante. Personne ne peut avancer en portant une version de lui-même qui est déjà épuisée. Grandir est une actualisation constante. Si ton esprit reste bloqué dans un passé plein de douleur, de culpabilité ou de honte, ton présent sera contaminé par des histoires qui ne reflètent plus qui tu es aujourd'hui. Lâcher le passé n'est pas une trahison envers ton histoire, c'est un respect envers ton futur. Guérir et actualiser ton histoire est l'un des actes les plus puissants que tu peux accomplir. C'est arrêter de voir ta vie à partir de la blessure et commencer à la voir à partir de la responsabilité. C'est reprendre le contrôle narratif de qui tu es. C'est te permettre de renaître sans traîner de fantômes. Ton histoire n'est pas terminée. Elle commence tout juste à être écrite à partir de la conscience. Et c'est toi qui as le crayon maintenant. 5. Entraîne-toi à l'inconfort. Le confort est comme un fauteuil moelleux dans lequel tu restes assis trop longtemps. Au début, c'est agréable, mais ensuite ça engourdit, ça endort, ça ralentit. Et quand tu essaies enfin de te lever, tu découvres que tes muscles ne répondent plus de la même manière. C'est la même chose dans la vie. Le confort prolongé t'affaiblit sans que tu t'en rendes compte. Tu t'habitues à la facilité, à la rapidité, à ce qui ne demande pas d'effort. Et quand vient le moment de faire face à quelque chose de difficile, tu te brises. Le problème n'est pas la difficulté, c'est que tu ne t'es jamais entraîné à la supporter. S'entraîner à l'inconfort n'est pas une jolie phrase, c'est une obligation si tu veux transformer ta vie. Les personnes qui avancent ne sont pas celles qui ont du talent ou de la chance, ce sont celles qui se sont habituées à être inconfortables volontairement. Celles qui ont compris que la force mentale et émotionnelle n'apparaît pas de nulle part. Elle se construit en affrontant des situations que tu préférerais éviter. Un stoïcien le savait. La facilité te rend faible, la difficulté te forme. L'inconfort est le gymnase de l'esprit. Chaque fois que tu choisis quelque chose d'inconfortable, tu renforces une partie de toi. Quand tu te lèves tôt, même si tu n'en as pas envie, quand tu t'entraînes même si tu es fatigué, quand tu dis la vérité même si ça dérange, quand tu fais ce que tu évites, quand tu renonces à un plaisir instantané, quand tu choisis la discipline sur l'impulsion, tu entraînes ta capacité à supporter la vie avec force. L'inconfort ne te détruit pas, il t'entraîne. La plupart des gens fuient l'inconfort. Ils évitent les conversations difficiles, ils évitent les responsabilités, ils évitent les engagements, ils évitent les changements, ils évitent le silence, ils évitent la discipline.
Et en évitant tant, ils deviennent des personnes fragiles, incapables de supporter leur propre poids émotionnel. L'inconfort que tu évites aujourd'hui sera la crise qui te frappera demain, parce que ce que tu n'affrontes pas grandit. Et ce qui grandit sans contrôle finit par te dominer. T'entraîner à l'inconfort signifie aussi renoncer à la logique de la gratification immédiate. Nous vivons à une époque où tout est conçu pour éviter l'effort. Nourriture rapide, divertissement instantané, options infinies. Mais ce style de vie détruit ta tolérance à l'effort réel. Ton cerveau devient impatient, anxieux, incapable d'attendre. Et en conséquence, tu abandonnes tout ce qui ne te donne pas une récompense immédiate. Ce n'est pas ainsi qu'on construit une vie forte, c'est ainsi qu'on la détruit. La vérité est que l'inconfort a un pouvoir que personne ne veut admettre. Il t'éclaire, il te nettoie, il t'ordonne. Quand tu es inconfortable, ta vraie nature apparaît. Tu découvres tes limites, tes peurs, tes schémas, et c'est là que tu peux corriger. Personne ne grandit dans le confort parce que le confort n'exige pas de changement. C'est dans la difficulté que tu trouves la version de toi qui a attendu de sortir. T'entraîner à l'inconfort n'est pas te punir, c'est te préparer. Te préparer pour un monde qui ne te traitera pas avec délicatesse. Te préparer pour des relations difficiles, pour des décisions compliquées, pour des jours où il n'y aura pas de motivation, pour des moments où tu devras te soutenir seul. L'inconfort volontaire te donne un pouvoir que peu de personnes ont, la capacité de résister et d'avancer même quand la vie devient lourde. Fais des choses inconfortables volontairement. Non pas parce que tu veux souffrir, mais parce que tu veux te renforcer. Prends des douches froides, laisse ton téléphone quand ton cerveau te le demande, sors te promener sans musique, accomplis des tâches sans distraction, entraîne-toi sans excuse, parle quand il serait plus facile de se taire, dis-toi la vérité même si ça fait mal. Chaque action inconfortable est un investissement dans ton caractère. Si tu veux devenir quelqu'un de fort, discipliné et maître de sa vie, ne cherche pas le confort. Cherche-le seulement quand tu l'as gagné. En attendant, choisis l'inconfort qui te construit. Parce que celui qui s'entraîne dans la difficulté devient invincible dans le quotidien. 6. Construis des habitudes solides et simples. La vie ressemble beaucoup à un bâtiment. Peu importe sa taille, si les fondations sont faibles, tôt ou tard, il s'effondrera. Et le plus curieux, c'est que ces fondations ne sont pas construites avec de grandes décisions héroïques ou des moments épiques. Elles sont construites avec de petites actions répétées, avec des habitudes simples qui soutiennent ta journée même lorsque tu n'as pas d'énergie, de motivation ou de clarté. Tes habitudes sont la base de ton destin, et si tu ne les conçois pas consciemment, tu finiras par vivre dans une structure qui ne peut pas supporter ton propre poids. Construire des habitudes solides et simples ne signifie pas concevoir une vie parfaite, mais une vie durable. C'est comprendre que la véritable transformation ne dépend pas de ce que tu fais une fois, mais de ce que tu fais tous les jours. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils recherchent des habitudes compliquées, des routines exagérées, des changements énormes. Ils pensent qu'ils ont besoin de se réinventer d'un seul coup et tout ce qu'ils parviennent à faire, c'est s'épuiser. Une habitude forte ne naît pas de l'intensité mais de la constance. Et la constance n'est possible que lorsque ce que tu fais est simple, clair et réaliste. La simplicité n'est pas médiocrité, c'est stratégie. Une habitude simple est respectée même dans les pires jours. C'est pourquoi elle fonctionne, c'est pourquoi elle transforme, c'est pourquoi elle change ton identité. Une promenade quotidienne, un journal de 5 minutes, 10 minutes de lecture, un repas sain par jour, 20 minutes d'entraînement. Ce sont de petits éléments qui semblent insignifiants, mais ensemble, ils construisent une structure mentale et émotionnelle qui te soutient à long terme. La clé est de comprendre que tes habitudes te forment même lorsque tu ne t'en rends pas compte. Lorsque tu répètes une action tous les jours, ton cerveau commence à la reconnaître comme faisant partie de ton identité. Chaque fois que tu respectes une habitude, tu envoies un message silencieux à ton esprit « Je peux me faire confiance ». Cette confiance
est la base de la discipline. Tu n'as pas besoin de faire de grandes choses pour te sentir fort. Tu as besoin de faire de petites choses tous les jours pour te prouver que tu tiens tes promesses. La plupart des gens veulent se transformer, mais sans changer leur routine. Et c'est impossible. Si ta journée reste la même, tu restes le même. Le vrai changement n'a pas lieu dans ton esprit ou dans ton imagination. Il a lieu dans ton calendrier, dans tes matins, dans tes nuits, dans la façon dont tu manges, t'entraînes, penses et décides. Tes habitudes déterminent ton avenir avec plus de précision que tes désirs. C'est pourquoi un stoïcien concentrait sa discipline sur la répétition quotidienne. Il savait que la constance est plus puissante que l'inspiration. Tu dois aussi éliminer les habitudes qui t'affaiblissent, pas seulement construire celles qui te renforcent. Dormir mal, utiliser le téléphone comme échappatoire, manger par anxiété, procrastiner de petites tâches, remplir ton esprit de déchets numériques. Ces habitudes sont comme des termites silencieuses qui détruisent ta structure de l'intérieur. Tant que tu ne les remplaces pas par des habitudes solides, ta transformation sera fragile. Construire des habitudes solides et simples implique également de les protéger. Cela signifie que, même si tu as une mauvaise journée, ton habitude minimale est respectée. Même si tu as une journée chargée, ton engagement est maintenu. Même si ton esprit veut t'abandonner, ton action est soutenue. Tu n'as pas besoin de le faire parfaitement, tu as besoin de le faire toujours. La différence entre une personne forte et une personne faible ne réside pas dans le talent, mais dans ce qu'elle répète chaque jour. Et souviens-toi d'une chose importante, les habitudes ne construisent pas seulement ta vie, elles construisent ton identité. Une personne disciplinée ne naît pas disciplinée, elle devient disciplinée parce qu'elle a des habitudes qui s'alignent avec cette identité. Construire des habitudes solides et simples, c'est te modeler de l'intérieur, pas à pas, jour après jour. Si tu veux transformer ta vie, commence par le petit, le simple, le répétable. Construis des habitudes que tu peux maintenir même dans tes jours les plus brisés. 7. Avance sans honte de changer. Un changement personnel ressemble beaucoup à quand un arbre commence à perdre son ancienne écorce. Il ne le fait pas en silence, il ne le fait pas avec élégance, il ne le fait pas en cherchant l'approbation. Il le fait parce que c'est nécessaire. L'ancienne écorce ne le protège plus, ne lui sert plus, ne l'accompagne plus dans sa croissance. Il la laisse tomber même si le processus semble rude, même s'il semble laid, même s'il laisse des parties exposées. Il en va de même pour toi. Pour grandir, tu dois permettre à une version de toi-même de se détacher. Et ce processus n'est jamais parfait, propre ou esthétique. Mais il est réel, et le réel surpasse toujours le confort. Avancer sans honte de changer, c'est comprendre que la transformation personnelle n'est pas conçue pour plaire à personne. Elle est conçue pour te libérer. Beaucoup de gens ne grandissent pas parce qu'ils ont peur de ce que les autres vont penser. Peur qu'on dise que tu as changé, que tu n'es plus le même, que tu te crois supérieur, que tu ne rentres plus dans le moule. Mais c'est le piège. Tu restes bloqué pour ne pas déranger des gens qui ne vivent même pas ta vie. Tu te retiens pour ne pas provoquer d'opinions extérieures. Et ainsi, sans t'en rendre compte, tu renonces à ta propre croissance pour maintenir une version que tu ne veux plus être. Un stoïcien comprenait que l'opinion des autres ne définit pas ton chemin. Ce qui définit ton chemin, ce sont tes décisions, ton caractère, ta capacité à avancer même quand le monde veut que tu restes le même. La honte du changement est un poison silencieux. Elle te fait demander la permission pour t'améliorer. Elle te fait avancer avec peur. Elle te fait cacher tes réussites, tes nouvelles habitudes, tes objectifs, ta discipline. Elle te fait réduire ta grandeur pour ne pas susciter de commentaires. Le changement dérange ceux qui ne sont pas prêts à changer eux-mêmes. C'est pourquoi ils critiquent, c'est pourquoi ils remettent en question, c'est pourquoi ils essaient de minimiser ton processus. Ils ne le font pas parce que tu es dans l'erreur. Ils le font parce que ton évolution leur rappelle tout ce qu'ils continuent de remettre à plus tard. Ton avancement est un miroir que les gens évitent. C'est pourquoi tu dois avancer sans honte, sans te justifier, sans baisser la tête. Ta vie est à toi, et ta croissance n'a pas besoin d'approbation.
Changer implique de mourir un peu, de laisser derrière soi les vieilles identités, de renoncer à des habitudes qui te définissaient auparavant, de rompre avec des lieux qui ne t'apportent plus rien, de te séparer de personnes qui préfèrent te voir stagner. C'est un processus brut et parfois solitaire, mais ce que tu obtiens est bien plus grand, une version de toi plus consciente, plus forte, plus claire. La honte n'apparaît que lorsque tu attends que les autres comprennent ton processus. Arrête de le faire. Tu n'as pas besoin qu'on te comprenne. Tu as besoin de te respecter. Chaque fois que tu t'arrêtes à cause de la honte du changement, tu dis à ton esprit que l'opinion extérieure vaut plus que ton évolution intérieure. Et c'est une trahison silencieuse de ton propre potentiel. Avancer sans honte, c'est te choisir, même quand personne ne t'applaudit. C'est soutenir ton processus, même quand les autres se moquent. C'est continuer, même quand on te dit que tu exagères, que tu n'es pas toi, que tu changes trop. Bien sûr que tu changes beaucoup, c'est pour cela que tu travailles. Celui qui veut vraiment se transformer doit accepter cela. La croissance ne semble pas belle au début. Elle semble maladroite, elle semble étrange, elle semble différente, elle semble inconfortable. Mais après, quand tu regardes en arrière, tu comprends que chaque pas était nécessaire. Tu ne peux pas être la même personne et espérer des résultats différents. Tu dois donner la permission à ta nouvelle version d'exister, de se renforcer et de prendre sa place. 8. Honore ton évolution personnelle. Un processus d'évolution ressemble beaucoup à l'escalade d'une montagne à l'aube. Personne ne te voit, personne ne t'applaudit, personne ne célèbre chaque pas que tu fais dans l'obscurité. Tu n'entends que ta respiration, tu sens le froid, tu trébuches, tu te relèves, tu avances en silence. Et quand enfin le soleil se lève et que tu arrives à un point plus élevé, c'est seulement alors que le monde remarque que tu es à un niveau différent. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est que le véritable mérite n'est pas dans la vue d'en haut, il est dans tout le chemin que personne n'a vu. Ton évolution fonctionne de la même manière. La partie précieuse n'est pas le résultat final, mais les décisions silencieuses que tu as prises lorsque personne ne regardait. Honorer ton évolution personnelle, c'est reconnaître la valeur de ton propre processus. C'est comprendre que chaque pas que tu as fait, même ceux qui semblaient petits ou insignifiants, faisaient partie du chemin qui t'a amené jusqu'ici. Beaucoup de gens n'avancent pas parce qu'ils attendent l'approbation externe. Ils ont besoin que les autres reconnaissent leur discipline, leur changement, leur guérison, leur progrès. Et en ne recevant pas de validation, ils ont l'impression que leur croissance ne vaut rien. Cette pensée détruit l'essence de la transformation. Ton évolution n'a pas besoin de spectateurs pour être réelle. La vérité est que la plupart ne te reconnaîtront pas, non pas parce qu'ils ne te valorisent pas, mais parce qu'ils sont trop occupés à essayer de comprendre leur propre chaos. Et d'autres, pour être francs, ne veulent pas voir ta croissance parce que ton avancement leur rappelle tout ce qu'ils continuent d'éviter. Donc, si tu attends des applaudissements, tu resteras bloqué toute ta vie. Ta transformation doit être validée par toi et non par quelqu'un d'autre. Honorer ton évolution implique de cesser de minimiser tes progrès. Arrêter de dire « ce n'est pas grand-chose, n'importe qui peut le faire, il me reste encore beaucoup à faire ». Te minimiser est la façon la plus silencieuse de saboter ta croissance. Chaque petite victoire est une preuve que tu changes ton identité. Et ton identité se construit à partir de ces petites preuves. Cela signifie aussi respecter ton rythme, ne pas te comparer aux autres, ne pas te sentir inférieur parce que quelqu'un avance plus vite, ne pas te sentir supérieur parce que quelqu'un avance plus lentement. L'évolution personnelle n'est pas une compétition, c'est une construction interne, intime, personnelle. Chaque personne porte une histoire différente et chaque histoire a un poids différent. Honorer ton évolution, c'est te donner la permission d'avancer à ta manière. Un autre aspect important est de reconnaître que ta croissance mérite des limites. Lorsque tu commences à évoluer, il y a des gens qui essaieront de te pousser vers ton ancienne version. Non pas parce qu'elle est meilleure, mais parce qu'elle leur était plus confortable. Honorer ton évolution implique de la protéger, dire non, mettre de la distance, fermer des portes,
accepter que ton avancement ne convient pas partout. L'authenticité a un prix, mais aussi une récompense. Elle t'apporte la paix. Honorer ton évolution signifie aussi maintenir ton standard, même lorsque personne ne te surveille. Ne pas revenir à de vieilles habitudes simplement parce que c'est plus facile. Ne pas reculer simplement parce que quelqu'un te critique. Ne pas te trahir simplement pour plaire. L'évolution personnelle n'est pas un spectacle, c'est une responsabilité envers toi-même. Et le plus important, honorer ton évolution, c'est te regarder dans le miroir et reconnaître qui tu commences à être. Non pas avec arrogance, mais avec gratitude. Non pas avec l'ego, mais avec clarté. Parce que si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'était pas par chance. C'était grâce à la discipline, à la confrontation, au courage. C'était grâce à tout ce que tu as fait en silence. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. On dit que la pauvreté ressemble à une pièce sombre. Non pas parce qu'il n'y a pas de sortie, mais parce que pendant trop longtemps tu t'es habitué à marcher sans chercher la porte. Tu t'es adapté à trébucher, à heurter les mêmes meubles, à vivre avec l'idée que c'est la vie. Mais la vérité est autre. Cette obscurité n'est pas un destin, c'est une habitude. Et la porte a toujours été là, elle exige simplement un prix, renoncer à ce qui te rend aveugle. Cette vidéo ne vient pas adoucir la réalité ni peindre la pauvreté comme une simple série de malchance. Non, sortir de la pauvreté est un acte brutal d'honnêteté, de discipline et de sacrifice. C'est un processus inconfortable, rugueux et profondément personnel. Cela implique de lâcher les plaisirs qui te stagnent, de rompre les routines qui te consument, de laisser de côté les excuses qui t'anesthésient et de te confronter au miroir sans mensonge. C'est pourquoi ce chemin est basé sur des sacrifices, 40 sacrifices qui coupent, qui pèsent, qui transforment. 40 décisions qui te forcent à arrêter d'être la personne qui recule toujours pour devenir quelqu'un qui avance, même quand ça fait mal. Les stoïciens l'ont compris il y a des siècles. Celui qui conquiert son esprit, conquiert son destin. Et tu es sur le point de le faire. Reste jusqu'à la fin. Non pas parce que cette vidéo est confortable, mais parce qu'elle te montrera ce que beaucoup préfèrent ignorer. Que la pauvreté se brise de l'intérieur, que la discipline est plus forte que la chance et que ta vie peut changer, mais seulement si tu changes d'abord. Ici commence la porte. C'est à toi de décider si tu l'ouvres. 1. Lâche ce qui ne te pousse pas. On dit que vivre avec des habitudes qui ne te poussent pas, c'est comme porter un sac à dos plein de pierres que tu as toi-même placées. Ce ne sont pas des pierres imposées par la vie ou par la malchance. Ce sont des décisions que tu as choisies sans t'en rendre compte. Chaque pierre est un comportement qui n'ajoute rien, une routine qui te freine, une pensée qui te stagne. Et le plus dur à accepter, c'est que la plupart des gens apprennent à vivre avec ce poids comme s'il faisait naturellement partie du corps, alors qu'en réalité, c'est la raison pour laquelle ils n'avancent pas. Sortir de la pauvreté commence par quelque chose que beaucoup sous-estiment. Apprendre à lâcher prise. Lâcher les routines qui ne te permettent pas de grandir, lâcher les relations qui te drainent, lâcher les habitudes qui t'anesthésient, lâcher les mentalités qui te sabotent. Cela semble simple, mais c'est le sacrifice le plus difficile, car il exige une honnêteté brutale envers toi-même. Il faut que tu regardes ce que tu fais chaque jour et que tu admettes qu'une partie de ta vie n'est pas construite pour avancer, mais pour te maintenir immobile. Et si tu veux vraiment prospérer, tu dois arrêter de justifier ce qui te fait reculer. Une personne qui veut sortir de la pauvreté ne peut pas porter de fardeaux émotionnels, mentaux ou comportementaux. Elle ne peut pas continuer à justifier son impulsivité, son désordre, sa procrastination, sa dépendance au plaisir immédiat ou sa peur de déranger. Tout cela est du poids mort. Tout cela est une vie qui tourne en rond. Lâcher ce qui ne te pousse pas signifie prendre des décisions inconfortables qui nécessitent du caractère,
car personne ne prospère en restant accroché à ce qui le stagne. Et c'est là que réside la dureté du processus. Il ne s'agit pas de faire plus, mais d'arrêter de faire ce qui te coule. Les stoïciens l'ont compris avec une précision absolue. Ils disaient que la liberté ne commence pas lorsque tu acquiers plus de choses, mais lorsque tu te détaches de ce qui te contrôle. Et si tu observes ta vie avec honnêteté, tu remarqueras que souvent, ce qui te contrôle n'est pas quelque chose qui te manque, mais quelque chose que tu continues à permettre. Une distraction quotidienne qui te vole des heures, une relation qui te draine de l'énergie, une habitude nocturne qui sabote tes matins, une attitude de victime qui te maintient dans une position de demande, pas de construction. Lâcher prise est difficile, car cela implique de renoncer au faux réconfort de la commodité, mais c'est là que commence le véritable progrès. Quand tu lâches ce qui ne te pousse pas, tu commences à récupérer de l'énergie mentale, de la clarté et du temps. Et ces trois choses ensemble sont la base de tout progrès. L'énergie que tu ne dépenses pas en choses inutiles se transforme en force pour les choses importantes. La clarté que tu obtiens en te débarrassant du bruit te permet de voir des chemins qui semblaient impossibles auparavant. Le temps que tu récupères cesse d'être un luxe et devient l'outil le plus puissant pour reconstruire ta vie. Mais rien de tout cela ne se produit si tu continues à t'accrocher à l'ancien, à l'aisé, au confortable, au connu. Lâcher ce qui ne te pousse pas n'est pas une jolie phrase, c'est un ordre direct pour toi. Examine ta vie avec froideur et demande-toi quelles habitudes, personnes, pensées ou lieux t'ont freiné pendant des années. Ensuite, prends la décision que tu as toujours repoussée. Tu n'as pas besoin de crier, de te battre ou de faire du drame. Tu as juste besoin de lâcher en silence, d'avancer avec détermination et de laisser ta nouvelle discipline parler pour toi. La pauvreté se nourrit de tout ce qui te stagne. La richesse commence le jour où tu décides de laisser ce poids derrière toi. 2. Réduisez l'oisiveté inutile. L'oisiveté inutile fonctionne comme des sables mouvants. Au début, elle semble douce, confortable, voire relaxante. Vous vous asseyez dessus en pensant que vous vous reposez un moment et qu'il ne se passe rien. Mais plus vous restez là, plus vous vous enfoncez sans vous en rendre compte. Le piège est silencieux. Il ne fait pas mal et n'attaque pas de front, il vous vole simplement la vie goutte à goutte. Lorsque vous voulez réagir, vous êtes déjà enfoncé jusqu'à la taille en demandant du temps, de l'énergie ou de la motivation que vous avez vous-même laissé échapper. Sortir de la pauvreté exige une guerre frontale contre cette oisiveté déguisée en repos. Je ne parle pas du repos nécessaire, ni des activités qui nourrissent votre esprit, je parle de cette consommation automatique qui vous vide de l'intérieur. Des heures entières sur les réseaux sans but, des conversations qui ne mènent nulle part, des distractions qui se sentent méritées, mais qui en réalité vous écrasent pendant que vous souriez sans vous en rendre compte. Ce n'est pas du divertissement, c'est une fuite d'énergie constante qui vous empêche d'avancer. Réduire l'oisiveté inutile ne signifie pas devenir une machine sans émotion, cela signifie se réveiller. Cela signifie admettre qu'une grande partie de votre temps est perdue dans des actions qui ne vous construisent pas. Et le plus dur est que souvent, vous utilisez cette oisiveté pour échapper à votre vie, pas pour l'améliorer. Vous fuyez vos responsabilités, vos peurs, votre inconfort. Cette voix intérieure qui vous dit que vous pouvez faire plus, mais que vous avez la flemme d'écouter. L'oisiveté inutile est un refuge confortable qui devient une prison. Les stoïciens en ont parlé très clairement. Ils disaient que le temps est la possession la plus précieuse que vous avez, car une fois qu'il est parti, il ne revient pas. Vous pouvez perdre de l'argent et le récupérer. Vous pouvez perdre des opportunités et en créer de nouvelles, mais le temps s'évapore et il n'y a ni philosophie ni miracle qui puisse vous le rendre. C'est pourquoi ils insistaient sur le fait de vivre avec intention. Essayez de changer votre vie tout en gaspillant votre temps sur ce qui vous éteint est comme vouloir traverser une rivière en portant des sacs de sable mouillés. La charge vous enfonce et vous ne vous rendez même pas compte que c'est vous qui l'avez remplie. Lorsque vous réduisez l'oisiveté inutile, quelque chose de puissant se produit.
Vous récupérez des heures dont vous ne saviez même pas que vous disposiez. Vous commencez à sentir que votre journée a de l'espace, que vous pouvez avancer sans cette sensation de vivre en courant. Vous vous rendez compte que vous n'étiez pas fatigué, vous étiez saturé. Et en enlevant cette saturation, votre esprit respire. Vous commencez à avoir une clarté sur ce que vous voulez, sur ce qui vous convient et sur ce que vous devez éliminer pour y parvenir. La vie cesse de se sentir comme un fardeau et devient un projet que vous construisez pas à pas. Réduire l'oisiveté inutile vous oblige également à affronter ce que vous évitiez. Quand vous n'avez plus de distraction pour vous anesthésier, vous êtes obligé de travailler sur vous-même, sur vos objectifs, sur vos peurs. Et même si cela est inconfortable au début, c'est précisément cet inconfort qui vous fait grandir. Vous cessez de réagir comme quelqu'un qui tue simplement le temps et vous commencez à agir comme quelqu'un qui l'utilise. Et cette simple différence sépare ceux qui restent coincés de ceux qui avancent. Posez-vous cette question sans filtre. Combien d'heures de votre vie s'échappent chaque jour sans vous donner rien en retour? Y répondre honnêtement peut faire mal, mais c'est le premier pas vers le changement. L'oisiveté inutile est une pauvreté silencieuse. Elle vous vole sans que vous protestiez. Réduisez son espace et vous remarquerez quelque chose d'impressionnant. Votre énergie monte, votre discipline augmente, votre esprit devient plus fort. Votre vie commence à prendre forme. Parce que quand vous arrêtez de perdre du temps, vous commencez à construire votre destin. 3. Embrasse l'inconfort. Traverser une zone d'inconfort ressemble à entrer dans de l'eau froide. Tes premières secondes sont de la résistance pure. Ton corps se tend, ton esprit crie pour que tu sortes, que tu retournes à la chaleur, que cela n'a aucun sens de supporter cela. Mais si tu restes un peu plus longtemps, quelque chose change. Ton corps s'adapte, ta respiration se stabilise, et tu découvres que l'inconfort ne tue pas, il transforme seulement. Et c'est exactement la leçon que la plupart rejettent. L'inconfort est la porte que tout le monde veut éviter, mais c'est la seule qui mène vraiment à une autre vie. Sortir de la pauvreté n'est pas une question de motivation, c'est une question de supporter ce que tu as toujours fui. Les personnes qui prospèrent ne le font pas parce que c'est facile pour elles, mais parce qu'elles ont entraîné leur esprit à avancer même quand quelque chose les dérange. Elles ont appris à se lever tôt même si leur corps demande 5 minutes de plus, à affronter des conversations difficiles même si elles font mal, à apprendre de nouvelles compétences même si elles se sentent maladroites au début. Ce n'est pas du talent, c'est la capacité de rester là où les autres s'enfuient. L'inconfort est la frontière qui sépare ceux qui changent de ceux qui stagnent. Si ta vie n'est pas comme tu le souhaites, c'est probablement parce que tu as choisi le confort trop de fois. Tu as choisi de ne pas essayer pour ne pas échouer. Tu as choisi des distractions pour ne pas ressentir de pression. Tu as choisi le silence pour ne pas affronter les problèmes. Tu as choisi la routine pour ne pas faire face à l'inconnu. Et chaque fois que tu as choisi le confort, tu as payé un prix. Peut-être ne l'as-tu pas vu sur le moment, mais ton potentiel est resté piégé derrière chaque décision facile. Les stoïciens parlèrent de l'importance de forger le caractère. Ils disaient que l'excellence se forme comme le fer, exposé au feu, au coup et au froid. Le confort, en revanche, est l'ennemi silencieux de la croissance. Quand tout est doux, ton esprit s'adoucit. Quand tout est facile, ta discipline s'oxyde. Quand tout est assuré, ton esprit s'endort. En revanche, l'inconfort te réveille. Il te force à être présent. Il te rend conscient de tes faiblesses. Il te pousse à dépasser des limites que tu n'aurais jamais touchées volontairement. Accepter l'inconfort ne signifie pas chercher une souffrance inutile. Cela signifie arrêter de fuir ce qui te renforce. Cela signifie décider de grandir même quand cela semble lourd. Cela signifie te plonger dans des situations qui exigent plus de toi. Par exemple, apprendre à économiser quand ton esprit te demande de dépenser pour te sentir soulagé. Changer ton alimentation quand la restauration rapide t'offre un plaisir immédiat. Étudier après le travail quand ton corps supplie pour du repos. Éviter les amitiés qui te tirent vers le bas même si la solitude te fait peur.
Ce sont de petites batailles qui, ajoutées, construisent un caractère capable de soutenir une vie meilleure. Quand tu embrasses l'inconfort, quelque chose en toi se réveille. Ton esprit cesse de négocier avec toi. Ton corps cesse de te gouverner. Ta volonté se renforce. Tu découvres que beaucoup des limites que tu croyais réelles n'étaient que de la résistance mentale. Tu marches avec plus de détermination. Tu prends des décisions que tu évitais auparavant. Tu deviens quelqu'un qui agit même quand il n'en a pas envie. Et à ce moment-là, le changement le plus puissant se produit. Tu te rends compte que l'inconfort ne te retient pas. Il te libère. Pose-toi cette question avec une sincérité absolue. Combien d'opportunités as-tu perdues simplement parce qu'elles te dérangeaient? Combien de fois as-tu dit « demain » parce qu'aujourd'hui tu avais la flemme? Combien de fois as-tu choisi la facilité en sachant qu'elle ne te mènerait nulle part? Répondre à cela fait mal, mais cela ouvre aussi la porte pour le corriger. L'inconfort est le pont vers ta version la plus forte. 4. Prends la responsabilité totale. Assumer la responsabilité totale ressemble à prendre le volant d'une voiture qui avançait seule depuis des années. Au début, tu ne sais pas si tu as le contrôle, tu n'es pas sûr que le chemin que tu suis est le bon et, pour être honnête, ça fait peur de réaliser que tu ne peux plus blâmer personne si tu dévies de la route. Mais quand tes mains se referment sur ce volant pour la première fois, tu ressens quelque chose que tu n'as pas ressenti depuis longtemps, le pouvoir, le vrai pouvoir, pas une illusion. Le pouvoir de diriger, de corriger, d'accélérer et de transformer le cours de ta vie sans demander la permission à personne. Sortir de la pauvreté exige exactement cela, une responsabilité totale, pas partielle, pas conditionnée, pas partagée, totale. Cela signifie arrêter de blâmer tes parents, ton passé, ton pays, l'économie, ton ex, ton patron ou qui que ce soit que tu as utilisé comme bouclier pendant des années. Parce que chaque fois que tu blâmes quelque chose d'externe, tu te prives de force interne. C'est un acte silencieux qui t'affaiblit de l'intérieur. Il te fait sentir que tu n'as pas le contrôle, que tu ne peux rien changer, que c'est la vie que tu as reçue. Et cette pensée est pure pauvreté. La responsabilité totale ne signifie pas que la vie est toujours juste. Cela signifie que tu décides de ce que tu fais avec ce qui t'arrive. Peut-être es-tu né dans un environnement difficile, tu t'es entouré de gens qui ne t'ont pas soutenu, tu as fait des erreurs ou tu as souffert de choses que tu ne méritais pas. Tout cela est réel. Personne ne le nie. Mais si tu permets que cela détermine ton destin, alors tu as déjà perdu. La responsabilité totale n'efface pas ce qui s'est passé, mais elle te donne la force d'écrire ce qui suit. Les stoïciens parlaient de la différence entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas. Cette distinction est la base de la liberté. Ce qui ne dépend pas de toi peut faire mal, peut être inconfortable, peut te retarder, mais ne peut pas te détruire à moins que tu ne lui donnes ton pouvoir. Ce qui dépend de toi, en revanche, c'est tout ce qui peut te faire avancer. Tes décisions, ta discipline, ton état d'esprit, tes habitudes, ta réponse face à la difficulté, ta capacité à agir même quand tu as peur. La responsabilité totale te force à observer ta vie avec une crudité que peu de gens sont prêts à supporter. Elle te force à admettre que beaucoup de tes routines, tu les as choisies, que beaucoup de tes résultats sont le fruit de tes décisions, que ton manque de progrès n'est pas dû à la malchance, mais à un manque de direction, que tes mauvaises habitudes ne sont pas apparues seules, tu les as nourries. Et oui, ça fait mal de l'accepter, mais cette douleur est le début du changement. Le déni te stagne, la responsabilité te libère. Quand tu assumes la responsabilité totale, quelque chose change dans ton regard. Tu n'attends plus que quelqu'un vienne te sauver, tu commences à te sauver toi-même. Tu ne demandes plus d'opportunités, tu les crées. Tu ne dépends plus de la motivation externe, tu développes la discipline interne. Tu ne cherches plus de coupables, tu cherches des solutions. La vie cesse de se sentir comme une tempête qui te pousse d'un côté à l'autre et commence à se sentir comme un bateau que tu diriges, même si la mer est agitée. Assumer la responsabilité totale signifie aussi abandonner les excuses. Toutes,
même celles qui semblent valides, même celles qui t'ont accompagné pendant des années. Une excuse peut sembler logique, mais elle te laisse toujours au même endroit. La responsabilité, en revanche, te force à bouger, elle te force à agir, elle te force à t'améliorer. Et c'est pourquoi elle transforme ta vie. Aucun changement profond ne se produit tant que tu continues à justifier ce qui te détruit ou à blâmer ce que tu ne peux pas contrôler. Pose-toi cette question sans filtre. Si ta vie était aujourd'hui le résultat direct de tes décisions, sans facteurs externes, en serais-tu fier? 5. Ordonne et maîtrise ton esprit. Avoir un esprit désordonné ressemble à essayer de construire une maison sur un terrain rempli de décombres. Peu importe combien tu t'efforces de poser de nouvelles briques ou de concevoir des plans parfaits, rien ne tient. Tout vacille, tout s'effondre. Le problème n'est pas la construction, c'est le sol. C'est la réalité de beaucoup de gens. Ils veulent avancer, ils veulent grandir, ils veulent prospérer. Mais leur esprit est plein de bruit, d'inquiétudes inutiles, de pensées répétitives, d'impulsions incontrôlées et d'une voix intérieure qui sabote chaque tentative d'amélioration. Sortir de la pauvreté exige un esprit ordonné. Pas parfait, ordonné. Un esprit qui peut écouter, analyser et décider sans être pris en otage par le chaos interne. Un esprit capable de voir des opportunités là où il ne voyait auparavant que des problèmes. Un esprit prêt à se concentrer sans se laisser distraire par les déchets émotionnels ou mentaux. Parce que même si cela semble dur, personne ne prospère tant que son esprit est en guerre avec lui-même. Maîtriser ton esprit ne signifie pas éteindre tes émotions ni devenir quelqu'un de froid. Cela signifie cesser d'être l'esclave de tes impulsions. Cela signifie apprendre à penser avant d'agir. Cela signifie cesser de réagir par habitude et commencer à répondre avec conscience. C'est un entraînement silencieux que peu de gens font, mais qui change tout. Ta vie est un reflet direct de ta façon de penser, et si ton esprit est un désordre, ta vie le sera aussi. Les stoïciens comprenaient que l'esprit est le champ de bataille le plus important. Ils disaient que tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler ton interprétation du monde. Et cette interprétation définit ton destin. Si ton esprit est dominé par des pensées négatives, des peurs irrationnelles, des croyances limitantes ou des dialogues internes destructeurs, chaque décision que tu prends sera contaminée. Et même si tu travailles dur, tu avanceras lentement parce que ton principal ennemi ne sera pas à l'extérieur, il sera à l'intérieur de toi. Ordonner l'esprit commence par quelque chose de simple mais de puissant, l'observer. Observer ce que tu penses sans laisser ces pensées te dominer. Voir quelles idées tu répètes quotidiennement. Remarquer quelles phrases internes te tirent vers le bas. Identifier quelle peur tu as traînée pendant des années et que tu n'as jamais remise en question. Le désordre mental naît de l'absence de conscience, mais une fois que tu vois le chaos, tu peux le nettoyer. Ensuite, vient la maîtrise. La maîtrise implique de remplacer les pensées faibles par des pensées fortes. Elle implique de remettre en question chaque excuse qui apparaît dans ton esprit. Elle implique de démonter des croyances comme « je ne peux pas »,« ce n'est pas pour moi »,« je ne suis pas fait pour ça »,« c'est comme ça que je suis ». Rien de tout cela n'est réel. Ce ne sont que des phrases que tu as accumulées sans t'en rendre compte et que tu répètes parce que ton esprit s'est habitué à la facilité, pas à la justesse. La maîtrise mentale exige de la discipline, de l'inconfort, de répéter de nouvelles façons de penser jusqu'à ce que ton esprit comprenne que c'est toi qui commandes, pas lui. Ordonner et maîtriser ton esprit change ta vie parce que cela fait de toi quelqu'un de difficile à abattre. Les difficultés continuent d'apparaître, mais elles ne te brisent plus. Les commentaires négatifs arrivent, mais ils ne te définissent pas. Les peurs sont toujours présentes, mais elles ne te paralysent plus. Le chaos externe n'a plus de pouvoir parce qu'à l'intérieur règne la clarté. Et avec la clarté, tout objectif est atteignable. Pose-toi cette question avec une totale sincérité. Quelle est la propreté de ton esprit? Combien d'espace occupe la peur, la comparaison, la culpabilité, le doute ou l'autosabotage?
Combien de bruit interne te maintient distrait, fatigué ou perdu? Tout ce que tu n'ordonnes pas à l'intérieur se transforme en obstacle à l'extérieur. Si tu veux changer ta vie, commence par nettoyer ton propre esprit. 6. Choisis la discipline plutôt que le plaisir. Poursuivre le plaisir immédiat ressemble à acheter des feux d'artifice. Ils brillent fort quelques secondes, puis te laissent dans l'obscurité, avec de la fumée dans l'air et les mains vides. La discipline, en revanche, est comme allumer une lampe à huile. Elle n'éblouit pas au début, mais elle éclaire plus loin, dure plus longtemps et finit par guider tout ton chemin. Et c'est la vraie différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent coincés dans la même vie pendant des années. Certains choisissent des éclats momentanés, d'autres choisissent une lumière constante. Sortir de la pauvreté exige un changement brutal dans ta hiérarchie de décision. Pendant trop longtemps, beaucoup de gens ont mis le plaisir avant le progrès. Dormir plus au lieu d'étudier. Dépenser impulsivement au lieu d'économiser. Chercher du divertissement au lieu d'apprendre. Choisir le confort plutôt que l'effort. Chacun de ces choix semble petit, mais ensemble, ils construisent une vie stagnante. La pauvreté ne se soutient pas seulement par un manque d'opportunités, mais aussi par un excès de plaisirs inutiles. La discipline n'est pas une punition, c'est une direction. C'est te rappeler que chaque décision que tu prends est un vote pour l'avenir que tu veux ou pour l'avenir que tu crains. C'est la voie qui te pousse à te lever, même quand tu es fatigué. C'est la force qui t'oblige à faire ce qui est important avant ce qui est facile. C'est la capacité de renoncer à ce qui te divertit pour construire ce qui te transforme. Et oui, ça fait mal, mais ça libère aussi. Les stoïciens l'ont mieux compris que quiconque. Ils disaient que le plus grand ennemi de l'être humain est son inclination naturelle vers le plaisir. Parce que le plaisir exige rarement un effort, il génère rarement une croissance et il construit rarement quelque chose de durable. Ils enseignaient que la maîtrise de soi commence lorsque tu décides de faire ce qui est juste, même lorsque tu n'en as pas envie. C'est la racine de la force. Agir par conviction, non par impulsion. La discipline est aussi une déclaration de force intérieure. C'est dire au monde et à toi-même que tes émotions ne commandent pas, que tes habitudes ne te gouvernent pas, que tes impulsions ne te contrôlent pas. Lorsque tu choisis la discipline plutôt que le plaisir, tu démontres que ta vie ne sera pas dirigée par des envies passagères, mais par un but plus grand. Tu cesses de réagir comme quelqu'un qui se laisse emporter par ce qu'il ressent et tu commences à agir comme quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Choisir la discipline ne signifie pas éliminer tout plaisir. Cela signifie mettre chaque plaisir à sa place. Profiter après avoir accompli. Se reposer après avoir avancé. Célébrer après avoir construit. Tout à son moment. Le problème est lorsque le plaisir occupe la première place et déplace tout ce qui pourrait te donner une vie meilleure. La discipline ne te demande pas de sacrifier ton bonheur, elle te demande de sacrifier ta faiblesse. Lorsque tu choisis la discipline, ton identité change. Tu te vois différemment. Tu te traites différemment. Tu te respectes différemment. Tu commences à avoir confiance en toi parce que tu sais que tu accompliras ce que tu te proposes. Cette confiance est la base de tout progrès réel. Personne ne grandit sans discipline, personne ne se dépasse sans sacrifice et personne n'échappe à la pauvreté mentale ou financière tant qu'il continue à poursuivre des plaisirs qui le vident de l'intérieur. Fais-toi cette réflexion avec maturité. Combien de fois as-tu choisi ce qui te faisait te sentir bien sur le moment au détriment de ce qui te rendrait fier plus tard? Combien d'opportunités as-tu perdues en cherchant le confort plutôt que la constance? Combien de buts as-tu laissé mourir parce qu'un petit plaisir t'a dévié du chemin? C'est le prix de l'impulsion. C'est le coût invisible du manque de discipline. 7. Éloigne-toi des mauvaises influences. Avoir de mauvaises influences à proximité ressemble à marcher avec des chaussures pleines de boue. Tu peux essayer d'avancer, tu peux faire plus d'efforts que tout le monde, tu peux avoir les meilleures intentions, mais chaque pas pèse le double.
Peu importe combien tu veux changer, si les gens qui t'entourent te tirent en arrière, tu finiras au même point. Et le plus dangereux, c'est que parfois, tu ne remarques même pas la boue. Tu t'es habitué au poids, tu t'es habitué à la saleté, tu t'es habitué au recul silencieux que certaines personnes provoquent. Sortir de la pauvreté exige un changement radical dans ton environnement. Je ne parle pas de changer de quartier ou de pays, je parle de changer de compagnie mentale, émotionnelle et spirituelle. Les mauvaises influences ne sont pas seulement des personnes qui te traitent mal, elles peuvent aussi être des personnes confortables, des personnes sans ambition, des personnes qui se plaignent de tout, des personnes qui justifient leur manque de discipline, des personnes qui vivent dans la plainte et qui veulent que tu vives là avec elles. Ce sont des compagnies qui ne te stimulent pas, ne te défient pas, ne te poussent pas. Elles t'endorment. Les stoïciens l'ont dit sans détour. L'âme est façonnée par la compagnie qu'elle garde. Si tu t'entoures de médiocrité, tu commences à penser comme un médiocre. Si tu t'entoures de conformistes, tu deviens conformiste. Si tu t'entoures de personnes qui blâment tout le monde, sauf elles-mêmes, tu apprends à faire de même. Et quand tu normalises cela, ta croissance meurt avant de commencer. Les gens qui sont proches de toi influencent ta discipline, tes décisions, tes objectifs et la façon dont tu gères tes défaites. Ton environnement te construit ou te détruit. T'éloigner des mauvaises influences n'est pas de l'arrogance, c'est de la survie. Parce que pendant que tu essayes d'avancer, ils essaient de rester les mêmes. Et quand une personne qui ne veut pas s'améliorer voit que tu t'améliores, elle commence à t'attaquer, à se moquer, à minimiser ce que tu fais ou à te dire que ça ne vaut pas la peine de faire tant d'efforts. Ils ne le font pas parce qu'ils ont raison. Ils le font parce que ton progrès leur rappelle leur stagnation. Tu changes et ils ont l'impression de reculer. C'est pourquoi ils deviennent une résistance. Éloigne-toi. Cela semble dur, mais c'est nécessaire. S'éloigner n'est pas haïr, ce n'est pas se battre, ce n'est pas leur souhaiter du mal. C'est simplement choisir ta paix au-dessus du bruit. C'est prioriser ta croissance au-dessus de leurs opinions. C'est décider que ta vie est plus importante que leur inconfort. Les mauvaises influences ne viennent pas toujours avec de mauvaises intentions, mais elles viennent avec de mauvaises conséquences. C'est la vérité que beaucoup ne veulent pas voir. Quand tu t'éloignes, quelque chose de puissant se produit. Ton esprit respire, ton énergie est libérée. Tes décisions deviennent plus claires. Tu découvres que beaucoup de tes insécurités ne venaient pas de toi, elles venaient de ceux qui t'entouraient. Tu te rends compte que l'énergie négative est contagieuse, mais la discipline l'est aussi. Et quand tu libères de l'espace, de nouvelles personnes apparaissent. Des personnes concentrées, disciplinées, responsables. Des personnes qui t'inspirent au lieu de t'épuiser. Des personnes qui te poussent au lieu de te freiner. Des personnes qui ne t'envient pas, elles te respectent. Pose-toi ces questions en toute honnêteté. Qui te vide ? Qui te retarde? Qui te met des petites idées dans la tête? Qui se moque quand tu dis que tu veux t'améliorer? Qui te pousse à dépenser, à perdre du temps ou à prendre des décisions qui ne te bénéficient pas? Si une personne apparaît dans plus d'une de ces réponses, cette personne n'est pas seulement une mauvaise influence, c'est une encre qui te coule alors que tu essaies de flotter. 8. Utilise ton argent avec intention. Dépenser sans intention ressemble à remplir un seau avec des trous. Tu peux travailler 2 fois plus, t'efforcer 3 fois plus et transporter de l'eau encore et encore, mais elle finit toujours par s'échapper. Peu importe combien tu gagnes, si tu ne sais pas retenir, diriger et multiplier ce qui entre. L'argent ne part pas tout seul, il s'échappe par des décisions automatiques, par des impulsions qui semblent petites et par des habitudes qui passent inaperçues. Et si tu n'as pas le contrôle sur ces trous, tu ne verras jamais ton seau plein, peu importe combien tu essaies. Sortir de la pauvreté exige une relation mature avec l'argent. Une relation consciente, structurée et surtout intentionnelle. L'argent n'est ni bon ni mauvais, c'est un outil. Le problème est que beaucoup de personnes l'utilisent comme un analgésique émotionnel. Ils dépensent pour se sentir bien, pour se distraire, pour s'intégrer, pour soulager les tensions, pour échapper à leur réalité.
Chaque achat impulsif est un pansement qui couvre un vide qui ne se résout pas ainsi. Et le pire, c'est que cette dynamique se normalise jusqu'à devenir une routine. Utiliser l'argent avec intention signifie que chaque pièce a un but. Cela signifie que tu décides où il va avant qu'il n'arrive. Cela signifie que tu n'achètes pas parce que tu peux, tu achètes parce que cela te convient. C'est la différence entre ceux qui construisent la stabilité et ceux qui passent leur vie à éteindre des incendies financiers. Il ne s'agit pas d'avoir plus, il s'agit d'utiliser mieux ce que tu as. Les stoïciens parlaient de la maîtrise de soi comme base de toute réalisation. Et bien qu'ils ne parlaient pas directement de finances modernes, leurs principes sont applicables. Ils disaient que l'extérieur ne doit pas te contrôler. L'argent est extérieur. Si tes émotions dictent comment tu l'utilises, alors tu n'es pas libre. Si tes impulsions te font dépenser, tu n'es pas maître de ta vie. Si tes envies valent plus que tes objectifs, alors tes objectifs ne sont pas réels. L'intention est le pont entre ce que tu désires et ce que tu accomplis. Utiliser l'argent avec intention signifie aussi savoir dire non. Non aux achats inutiles. Non aux invitations qui te laissent sans rien. Non aux dettes que tu ne peux pas soutenir. Non à faire semblant d'une vie que tu ne construis pas. Dire non est une discipline financière. Et c'est l'un des sacrifices les plus difficiles, car il implique de confronter ton ego, tes habitudes et tes émotions. Mais chaque fois que tu dis non, tu gagnes quelque chose de plus important qu'un objet, le contrôle. Lorsque tu utilises l'argent avec intention, le stress financier diminue. Tu ressens plus de clarté, tu commences à voir des modèles, tu remarques combien de fuites tu as normalisées, tu découvres que beaucoup de choses que tu croyais nécessaires ne t'ont jamais rien apporté. Tu commences à prioriser ce qui construit plutôt que ce qui distrait, et le changement n'arrive pas d'un coup, il arrive de manière cumulative. Une bonne décision aujourd'hui devient une stabilité demain. Une dépense évitée aujourd'hui devient une opportunité plus tard. L'argent obéit à celui qui pense à long terme. Pose-toi ces questions avec une sincérité absolue. Combien de fois as-tu dépensé pour ressentir un soulagement momentané? Combien de fois as-tu acheté quelque chose dont tu n'avais pas besoin simplement parce que tu étais triste, ennuyé ou anxieux? Combien de fois as-tu fini par regretter après? C'est le coup d'agir sans intention. Ce n'est pas la dépense, c'est ce qu'elle te vole, concentration, stabilité, futur. Utiliser l'argent avec intention ne signifie pas vivre avec la peur de dépenser. Cela signifie dépenser en sachant pourquoi, quand et pourquoi. Cela signifie que ton argent respecte tes objectifs, pas tes impulsions. Cela signifie que chaque décision financière est alignée avec la vie que tu veux construire, pas avec la vie que tu essaies de cacher. Danke, dass du bis zum Ende des Videos geblieben bist.